Demandez dans n'importe quel pays du monde qui est considéré comme le principal amant de l'histoire, et les réponses seront presque identiques. Le héros de cette histoire est devenu un tel mythe, et un mème que beaucoup sont encore convaincus qu'il est fictif, le Vénitien Giacomo Casanova, qui a vécu au XVIIIe siècle, s'il avait entendu cela, aurait certainement rétorqué, et aurait d'abord cité les femmes avec lesquelles il a eu des relations intimes. Elles étaient plus de 120. En apprenant ce chiffre, deux questions se posent. Premièrement, comment un homme du XVIIIe siècle a-t-il pu vivre presque jusqu'à 80 ans, avec un tel nombre de liaisons, sans mourir plus tôt de la syphilis ou d'autres MST? Deuxièmement, comment un homme avec l'apparence de Casanova, un visage anguleux, un grand nez et un front massif, a-t-il pu avoir une liste d'amantes aussi impressionnante? Il avait du mal à correspondre à l'image d'un sexe symbole. Cependant, l'apparence n'est pas le seul atout. Peut-être que l'argent et le pouvoir ont aidé, mais non. Il était le fils de pauvres acteurs et ne possédait ni l'un ni l'autre. Alors, quel est le secret? L'histoire de Casanova est particulièrement intéressante à analyser 3 siècles plus tard. Aujourd'hui, on voit à quel point le véritable Giacomo diffère de l'image créée autour de lui, tant en bien qu'en mal. Et deuxièmement, le titre de principal amant doit encore être mérité. Soyons honnêtes, tout le monde est curieux de savoir ce que Casanova faisait exactement et comment. Heureusement, nous vivons au XXIe siècle. Les sujets des relations, du sexe et de la contraception ne sont pas tabous, et nous pouvons explorer sa vie en toute tranquillité et en détail. Assez de prologues, une histoire captivante nous attend. Cette vidéo aurait facilement pu recevoir une classification 18+, mais Casanova est avant tout une figure historique marquante, et j'aimerais que le récit soit accessible à un public aussi large que possible. C'est pourquoi je vais me contenir. Et vous, s'il vous plaît, activez votre imagination audacieuse. Ainsi, l'histoire deviendra beaucoup plus vivante. Venise, au XXIe siècle, est une attraction touristique. Canaux, gondoles, pizzas, apérols, selfies. Des foules du monde entier envahissent la ville, qui est soit sur le point d'être inondée, soit de l'éviter. Mais il faut tout de même la voir. Les maisons, les rues et les canaux sont en grande partie restés tels qu'ils étaient il y a plusieurs siècles. Ce qui a disparu, en revanche, c'est l'atmosphère de mystère. Au XVIIIe siècle, Venise était un lieu énigmatique, où l'on croyait aux fantômes et aux esprits. Que peut-on attendre d'une ville où des gens en manteaux et masques erraient dans des ruelles étroites et sombres? C'est dans l'une de ces rues qu'est né Giacomo Casanova en 1725. Parmi les nombreuses femmes de sa biographie, la première était bien sûr sa mère, Zanetta, la fille d'un cordonnier vénitien. À 16 ans, elle épousa le jeune acteur Gaetano Casanova. Le père de la jeune fille était opposé à la fois au mariage et à la carrière d'acteur, mais il mourut prématurément et ne put s'y opposer. Zanetta commença par des rôles mineurs, puis fut remarquée par le propriétaire d'un théâtre, et sa carrière prit son envol. C'est ici qu'émerge la première énigme. Qui est le véritable père de Giacomo, le calme et bon acteur Gaetano, ou un influent mécène du théâtre? La noblesse vénitienne de l'époque n'hésitait pas à avoir des enfants illégitimes. Mais elle ne se pressait pas de les reconnaître, encore moins d'épouser les mères de ses enfants. Sans test, à de scène, cela restera toujours une hypothèse, et Gaetano était considéré comme le père officiel. Mais le sort du garçon était le même. L'accès aux élites lui était fermé.
Être acteur à l'époque n'était ni honorable ni lucratif, et le statut de bâtard n'offrait aucun avantage. C'est là la principale tragédie de la vie de Giacomo. Né pour aspirer à la haute société, il en était, dès le départ, coupé. 2 ans après la naissance de son premier enfant, Zanetta partit en tournée à travers l'Europe et ne revenait que rarement à Venise. Quelques années plus tard, Gaetano mourut et le garçon resta avec sa grand-mère. Il commença à parler très tard. On le considérait même comme mentalement retardé. Plus tard, Casanova écrira d'énormes mémoires où il racontera en détail sa longue vie. La seule période dont il ne dira pas un mot est celle des 6 premières années. Ses souvenirs s'ouvrent sur une scène. Des gouttes de sang tombent sur le sol. Un petit spoiler. Casanova a eu la malchance de se rendre à Saint-Pétersbourg. La ville ne lui a pas plu, en grande partie à cause de la période de son arrivée. Hiver, froid, vent du nord qui transperce jusqu'aux eaux. On aime mieux Saint-Pétersbourg de mai à quelques mois d'été, nuit blanche, ponts, canaux, romances, pour vraiment ressentir l'atmosphère. Il est pratique de louer un logement dans le centre historique. Sur les plateformes de location à la journée, il est facile de trouver des milliers d'options pour tous les budgets, avec des avis et des évaluations, quelques clics, et tout est prêt, avec en plus un cashback que l'on peut utiliser pour le prochain voyage. Mais bien sûr, les voyages ne se limitent pas à Saint-Pétersbourg. Il y a tant à découvrir en Russie et dans les pays voisins. Le choix est immense, surtout en été où il vaut mieux réserver à l'avance. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien et un code promo pour des bonus. Juste après la mort de son père, le petit Giacomo, âgé de 6 ans, commença à avoir de fortes hémorragies nasales. Sa grand-mère l'emmena chez une sorcière locale. Celle-ci récita des incantations et enferma le garçon dans un coffre. Cela n'a pas aidé. Le sang ne cessa de couler que des années plus tard, de lui-même. À 7 ans, sa grand-mère l'envoya à Padoue, dans une grande université. Casanova vivait avec d'autres élèves dans des conditions horribles. Une chambre au sous-sol avec des rats, de la nourriture insuffisante, des vêtements sales. Il se révéla plus faible que ses camarades de vie quotidienne. C'est pour cela qu'il subissait du harcèlement. Giacomo étudiait dans une petite école religieuse. Pour sa grand-mère, une carrière spirituelle semblait être la meilleure chance. Il était difficile pour le fils de pauvres acteurs de gravir les échelons sociaux. Théoriquement, il était possible d'épouser une noble, mais en pratique, presque irréaliste. À Venise, il existait même une loi. Les aristocrates ne prenaient pour épouse que des aristocrates. L'autre voie était celle des métiers, suivre les traces de son grand-père cordonnier. Cela permet de vivre, mais ne promet pas de richesse. En revanche, la voie ecclésiastique offrait à la fois éducation et perspective de revenus. Cependant, même sans tenir compte de sa biographie ultérieure, il était clair qu'il serait difficile de faire de Casanova un prêtre à succès. Plusieurs événements importants se produisirent à l'école. Peut-être le plus marquant fut sa première amour. Le professeur avait une sœur cadette, Bettina. Elle semblait clairement avoir des sentiments pour Giacomo, et ils avaient apparemment des épisodes intimes. Mais Bettina n'était pas du tout attachée à lui. Il en était jaloux. D'après ses souvenirs, c'est à ce moment-là qu'il découvrit un sentiment qui devint sa passion pour toute sa vie. Une autre caractéristique se manifesta également. Une critique douloureuse. Il déclara à son professeur, un prêtre, que l'idée de la création du monde, à partir de rien, était une absurdité.
Lorsque Bettina eut besoin d'un exorciste, à cause d'une étrange maladie, Giacomo, observant le rituel, qualifia à haute voix ce qui se passait de supercherie. Plus tard, il s'avéra que la jeune fille avait simplement la varicelle. Ce mélange de curiosité, de scepticisme et de futur cynisme cohabitait en lui avec d'excellents résultats scolaires. Selon ses propres dires, il entra à l'université de Padoue à 12 ans, bien que les documents indiquent une date ultérieure. Il était attiré par la médecine, mais continua d'étudier le droit civil et canonique, se préparant à une carrière ecclésiastique. Pendant ses études, beaucoup de choses s'accélérèrent. Par moments, il retournait à Venise et y trouva son premier protecteur, le sénateur A.G. Malperi. Grâce à la protection du sénateur, on confia à Giacomo la tâche de prêcher, une activité respectée et prometteuse. Parallèlement, une vie mondaine se déroulait chez son patron. Dans le temple, Casanova était un clerc modeste et rasé de près, tandis que dans les salons, il apparaissait en perruque poudrée et en costume à la mode. Ces deux rôles ne s'opposaient non pas dans son esprit. Il en allait de même pour ses relations avec les femmes. Il ne comprenait sincèrement pas pourquoi le service de Dieu devait interférer avec l'amour. Il courtisait une jeune fille, nommée Angela. Par courtiser, on entendait le sexe. Angela n'acceptait qu'à condition qu'il promette de l'épouser. Elle avait clairement sous-estimé avec qui elle avait affaire. Au lieu de cela, Giacomo entama une liaison avec ses deux sœurs. La carrière de prédicateur, cependant, fut compromise non pas par ses romances, mais par un banal scandale. Avant de prendre la parole, il avait beaucoup bu. Son discours s'effondra et lui-même tomba à la fin de la prédication. Il dut retourner à Padoue pour terminer ses études. Padoue est un lieu libre en tous sens. La principale tentation pour Giacomo était le jeu. Il fut un joueur invétéré toute sa vie, bien qu'il perdît plus souvent qu'il ne gagnait. Au final, il perdit tout, et sa grand-mère l'emmena de nouveau à Venise. Formellement, il réussit tout de même à obtenir son diplôme universitaire. Un an plus tard, sa grand-mère mourut. Giacomo avait 18 ans. Sa mère errait à travers l'Europe. Son père était absent. Seul son jeune frère Francesco était à ses côtés. Après une nouvelle défaite, il vendit tout, y compris les affaires de sa grand-mère. C'est alors que sa mère, Zanetta, intervint. Elle l'inscrivit dans un séminaire sur l'île de Murano. Casanova partit convaincu que son chemin était celui du sacerdoce. De plus, il visait haut, voyant comme point d'aboutissement le trône papal. Dans l'atmosphère austère du séminaire, il ne resta pas longtemps. Il commença par des plaisanteries innocentes. Un diplômé de l'université se fit passer pour un ignorant et se retrouva dans une classe de 10 ans. Les conflits se multiplièrent. Il était indigné par de nombreux interdits, en particulier celui de la masturbation pour les moines. Le résultat fut la prison. Suspicion de relations intimes avec un autre élève, plus une accusation de vol. Les objets qu'il avait vendus après la mort de sa grand-mère ne lui appartenaient formellement pas. Casanova purguait sa peine dans une forteresse sur l'île voisine. Le régime était doux. À l'intérieur, il était possible de faire beaucoup de choses, mais il était interdit de sortir. Il ne s'ennuya pas. Il séduisit la femme de l'un des gardiens et reçut immédiatement une réponse de l'univers. Sa première maladie vénérienne. « Tout brûlait là-bas », écrivait-il. Le traitement dura presque 2 mois. Son esprit de vengeance n'avait pas disparu non plus. Il s'échappa discrètement de la forteresse en nageant jusqu'à Venise, frappa un homme qu'il avait accusé de vol, et au tribunal, il présenta un alibi en béton, car officiellement, il était en prison. Il fut acquitté
et peu après, il fut même libéré. Il semblerait qu'il soit temps de reconnaître que la carrière ecclésiastique n'était pas faite pour lui. Mais non, juste après sa libération, il se rendit à Rome pour un entretien avec l'évêque, organisé par sa mère. En chemin, il perdit presque tout, une partie de ses vêtements, visita des bordels et contracta une autre maladie sexuellement transmissible. Un trait caractéristique de sa prose: je l'ai saisi par les fesses et ai remporté une victoire totale, réservée uniquement à un épéiste expérimenté. La métaphore est enflammée, mais le principal amant n'est clairement pas le principal écrivain. Ensuite, un épisode typique de son destin. Il obtint un poste d'assistant auprès d'un haut dignitaire ecclésiastique, mais son comportement dissolu refit rapidement surface et son supérieur lui demanda gentiment de partir. Ce cycle se répétera plusieurs fois. Nouvelle ville, relations, et poste, scandale, fuite. Toute ma vie, j'ai été la victime de mes sentiments, avoue-t-il dans ses mémoires. Et c'est vrai. Une petite remarque pour ceux qui aiment apprendre. Il y a 10 ans, maîtriser le montage était une épreuve. De longues vidéos en anglais, rien n'était compréhensible. Aujourd'hui, il existe des plateformes où l'on peut acquérir une profession numérique sans interrompre son travail, comme le web design, Figma, Photoshop, Illustrator, brief, guide, cahier des charges, et à la fin, un portfolio. Là-bas, il y a aussi une garantie d'emploi, des paiements échelonnés et des réductions. C'est pratique quand on souhaite améliorer ses compétences numériques et changer de domaine. Le lien et le QR code sont dans la description. En 1744, à l'âge de 19 ans, il se rendit à Constantinople, où il se lia d'amitié avec le noble Youssouf Ali. Discussion sur la philosophie, confiance, affinité. Ali envisagea même de marier sa fille à Giacomo, mais, ayant soupçonné une liaison entre Casanova et sa propre femme, il changea d'avis. Giacomo s'enfuit de Constantinople. À 20 ans, il est de retour à Venise. Il est temps de parler de la ville. Au XVIIIe siècle, Venise est une république indépendante, ayant perdu sa puissance d'antan, mais demeurant un point notable sur la carte de l'Europe. Elle était associée à la mode, au carnaval, au Boucarini et aux mœurs libérales. Les femmes étaient réputées pour leur beauté et leur sens du style. Voltaire se souvenait qu'il y avait tant de belles femmes qu'il était impossible de s'en cacher. Ajoutez à cela une multitude de prostituées de tout rang et des soirées privées de la noblesse, où la moitié du protocole était érotique. Dans les mariages de la haute société, les participants vivaient souvent librement. La lignée était perpétuée, et chacun menait sa vie de son côté, se retrouvant pour les apparences lors des événements officiels. La cerise sur le gâteau, les masques faisaient partie du code vestimentaire tout au long de l'année. La populaire moretta féminine se fixait dans la bouche. On ne pouvait pas parler en la portant. En somme, Casanova est un typique Vénitien de son époque. Presque immédiatement après son retour, en 1745, il se retrouva impliqué dans une affaire sordide. Une promenade nocturne avec des amis se termina par le viol collectif d'une femme, auquel participa également Giacomo. Le mari de la victime porta l'affaire devant les tribunaux, mais l'affaire fut étouffée, probablement en raison de l'implication d'un aristocrate. Cependant, l'épisode parvint aux oreilles des inquisiteurs vénitiens, le service secret local. À partir de ce moment-là, Casanova fut surveillé par leurs soins. À cette époque, le clerc en devenir travaillait comme violoniste.
La ville vivait au rythme des fêtes. Les musiciens étaient sollicités avec enthousiasme, mais les rémunérations restaient modestes. La chance se présenta d'elle-même. Après un concert, Giacomo remarqua qu'un noble avait laissé tomber une enveloppe. Il la ramassa et la lui rendit. En remerciement, celui-ci lui proposa de le raccompagner en gondole. L'homme s'avéra être l'aristocrate Matteo Bragadin. Dans la barque, il se sentit mal. Chez lui, le médecin commença à le traiter à la mercure, mais son état ne faisait qu'empirer. Lorsque le docteur s'en alla, Casanova mit fin à la thérapie et le malade se sentit mieux. Les soupçons concernant ses capacités miraculeuses ne tardèrent pas à surgir et Giacomo réussit habilement à convaincre Bragadin qu'il maîtrisait une cabale secrète. Ainsi, il trouva un nouveau patron et immédiatement un autre niveau de vie, un logement meilleur, des vêtements à la mode, de l'argent pour des plaisirs. Pendant quelques années, il se baignait dans l'impunité. Il jouait et perdait plus souvent qu'il ne gagnait. Se faisait des ennemis, mais son protecteur attribuait tout cela à sa jeunesse. La goutte qui fit déborder le vase fut une farce cruelle. Casanova déterra un cadavre au cimetière, lui coupa un bras et l'introduisit dans le lit de son ennemi. L'homme faillit mourir de terreur. Pour avoir profané des morts, il risquait d'être emprisonné et Casanova quitta donc rapidement Venise. Ensuite, il y eut Paris, les francs-maçons, la langue française, les événements royaux, les bordels. La carrousel amoureuse se répétait. Relations, MST, traitement, nouvelles relations. Il faut reconnaître qu'il avait une santé robuste. La contraception lui était également bénéfique. Les préservatifs existaient déjà, bien qu'ils n'étaient accessibles qu'à peu de gens, et fabriqués à partir d'intestins d'animaux ou de lin. Il existe une gravure du 19e siècle. Casanova vérifie la fiabilité du produit. Probablement à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'il ne garantissait pas une protection à 100%. Pour ne pas donner l'impression qu'il était un aventurier totalement insensible, en plus de ses talents de communicateur, il aurait pu devenir un bon dramaturge. À Dresde, où sa mère vivait alors, il écrivit plusieurs pièces. Celles-ci furent montées et rencontrèrent un certain succès. Mais il semble qu'il s'en soit rapidement lassé. En 1753, il faillit se marier. La jeune fille s'appelait Catherine, et leur relation semblait sérieuse. Les problèmes, elle était d'une noblesse supérieure. Elle avait 14 ans, lui en avait le double. On pensait que l'appui de Bragadin pourrait aider, mais le père accepta de marier sa fille uniquement à condition que le gendre occupe une position stable, et pas avant 4 ans. Giacomo était-il prêt à attendre? La rhétorique est claire. La vie à Venise était revenue à la normale. Femmes, cartes, fêtes. Des femmes, il attrapait des maladies. Aux cartes, il perdait. Lors des réceptions, son langage acerbe froissait les nobles. Les inquisiteurs surveillaient de près. Ils soupçonnaient des fraudes, du vol auprès de son protecteur, des liens avec les francs-maçons et des propos blasphématoires. Bragadin l'avertissait « Pars ». Casanova resta, sans savoir qu'un mandat d'arrêt avait déjà été signé à son encontre, vivant ou mort. Une foule vint pour l'arrêter. À 30 ans, il se retrouva dans la prison du Palais des Doges. La sentence était sévère, 5 ans. Giacomo, bien sûr, n'avait pas l'intention de purger une telle peine. La cellule était une cellule isolée, sombre, avec un plafond bas, un banc et 2 seaux, les rats étant ses seuls voisins. Grâce à la demande de Bragadin, il reçut un lit, une chaise
et des vêtements chauds. Presque immédiatement, Casanova commença à élaborer un plan d'évasion. Comme dans Les Évadés, lors d'une promenade, il trouva une barre de fer, la fit entrer à l'intérieur, la tailla pendant des semaines, puis commença à gratter le plancher en bois. Sous la cellule se trouvait une salle de garde. Pendant les jours de fête, il n'y aurait personne. Il pourrait s'enfuir. Il dissuada même les gardiens de faire le ménage pour qu'ils ne remarquent pas les traces. Lorsque le passage était presque prêt, on lui assigna un codétenu, un type suspect. Il dut interrompre son travail. Quelques semaines plus tard, Casanova fut transféré et dut tout recommencer. Quelques jours avant les longues fêtes de novembre, tout était prêt. La liberté semblait très proche. Et là, les conditions furent améliorées. Il fut transféré dans une meilleure cellule. Le plan fut découvert, les traces remarquées, mais il avait conservé ses outils. Il imagina un nouveau chemin, à travers la cellule voisine, où se trouvait un ancien prêtre prêt à l'aider. Il ne restait qu'à transmettre les outils. Giacomo cacha la barre taillée dans la Bible. Demander au gardien de transmettre le livre était risqué. Il découvrirait tout et comprendrait. Il prépara alors un plat de pâtes pour son voisin et cacha à l'intérieur la Bible. Le prêtre fit un trou dans le plafond et le camoufla avec une icône. La date de l'évasion fut fixée au 31 octobre 1756. Il y aurait des trous dans les rondes. Le seul obstacle était le codétenu pieux de Casanova, assigné peu avant l'évasion. Pour éviter qu'il ne trahisse, Giacomo avertit qu'un ange viendrait ce jour-là, s'introduire dans la cellule et percerait un trou dans le mur. Cela se produisit effectivement, mais l'ange était en réalité son voisin. Ils parvinrent à sortir sur le toit, attendirent la nuit, descendirent par des draps noués et sautèrent dans la première gondole venue. Après sa légendaire évasion, il se rendit à Paris. Là-bas se trouvaient des connexions, de l'argent, des idées éclairées, des technologies. Et face à la capitale française, Venise semblait une province. Paris était également célèbre pour ses bordels respectables. Les hommes y venaient pour dîner, discuter et passer du temps avec des femmes. Le système de paiement était curieux. On payait pour le temps. Et dans le cadre de cette illimité, tous les services étaient accessibles. À Paris, à 31 ans, Casanova gagna pour la première fois de l'argent sérieux. Il participa à l'organisation de la première loterie française. Il établit de nombreux contacts, allant de hauts fonctionnaires et philosophes à des membres de la cour, Jean-Jacques Rousseau, le comte de Saint-Germain, la marquise de Pompadour et d'autres. Grâce à ses connexions, il se vit confier une affaire d'État. Il devint espion français et se rendit à Dunkerque pour observer la flotte britannique. L'amiral reconnut par la suite que son rapport était précieux et précis. Cependant, pour Casanova, il demeura un mystère pourquoi la mission était si généreusement rémunérée. Un marin ordinaire aurait pu s'en charger. Ensuite, il y eut une mission économique à Amsterdam, la capitale financière de l'Europe. Il vendait des titres français, alimentant le trésor. C'est là qu'il acheta une manufacture de soie et échoua. Un tel commerce nécessite de la discipline, et routine et Casanova sont des choses incompatibles. Le temps était consacré aux employés, surtout féminins, aux cadeaux et aux dépenses, tandis que le contrôle était relégué au dernier plan. L'argent s'évapora. Il fut emprisonné pour dette, mais grâce à des protections, il fut libéré et quitta Paris. De nouveau, des errances à travers l'Europe. À Zurich, en Suisse, il décida soudain de se calmer et de revenir à ses racines, de se retirer dans un monastère. Cela ne dura que quelques jours.
Une belle femme, une nouvelle maladie, et le rêve de la tonsure s'évanouit. À Paris, il tenta de duper une vieille marquise. Il lui promit de lui rendre sa jeunesse par magie. Elle tomba dans le piège. Elle perdit ses bijoux et son argent. Pour Casanova, cela ne lui apporta rien d'autre qu'une réputation détruite. Dans la capitale française, il était désormais connu comme un escroc. Il voyagea de pays en pays, essayant de reproduire son succès avec la loterie, sans succès, ni en Angleterre, ni ailleurs. Enfin, à la fin de 1764, il se retrouva dans l'Empire russe, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, rencontrant des personnes influentes, et même Catherine II. Les idées de Casanova ne furent pas acceptées. En Pologne, il eut une altercation avec un officier, à cause d'une femme, bien sûr. Le duel se termina par de graves blessures pour les deux. Les médecins insistèrent pour amputer son bras, mais il refusa, et celui-ci guérit miraculeusement. Au milieu des années 1770, Casanova était célèbre dans toute l'Europe, mais d'une gloire douteuse, escroquerie, vol, immoralité. Dans certains pays, l'entrée lui fut interdite. À presque 50 ans, il décida de retourner à Venise. Environ 20 ans s'étaient écoulés depuis son évasion. De nombreux protecteurs étaient morts. Lui-même, Giacomo, avait beaucoup changé. Sa vie tumultueuse et une série de maladies vénériennes avaient laissé des traces sur son apparence. Il sentait le temps qui passait. Son mode de vie habituel ne lui convenait plus, tant dans ses affaires amoureuses que dans la recherche de nouveaux mécènes. À cette époque, il revit Bettina, son premier amour. Elle était à l'agonie. Après avoir vécu près d'une décennie à Venise, Casanova se retrouva à nouveau exilé, cette fois pour une satire sur des aristocrates influents. Encore quelques années, des pérégrinations à travers l'Europe. Enfin, la Bohème. Il trouva un poste de conservateur de bibliothèque dans le château d'un riche comte. C'est là que Giacomo mourut à 73 ans. Avant sa mort, il acheva son œuvre principale, les Mémoires Histoire de ma vie. 12 volumes, plus de 3000 pages. Grâce à eux, nous connaissons la majeure partie de cette histoire. Mais la question principale demeure. Dans quelle mesure tout cela est-il vrai? Certaines dates et événements sont confirmés par des documents et des témoignages. Quant aux exploits amoureux, il est impossible de les vérifier. Ont-ils eu lieu? Oui. En nombre? Oui. Mais ont-ils dépassé la centaine? Combien d'enfants a-t-il laissé? Toutes ces questions restent sans réponse. Une chose est certaine, même si l'on croit chaque mot de Casanova, au XXIe siècle, il ne semble pas être le grand amoureux. Plutôt un sociopathe, en partie un violeur, et un homme avec un grave traumatisme psychologique de son enfance. Sa mère, qu'il a abandonnée, représente ce vide béant qu'il a tenté de combler toute sa vie.